Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube sur cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec Jonathan. J'ai rencontré cet homme en fait tout simplement sur les réseaux sociaux. Je suis tombé en fait sur l'une ou l'autre de tes vidéos. Je trouvais ça très intéressant parce que tu parlais vraiment à cœur ouvert en fait de ton expérience d'ancien alcoolique, toxicomane. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur les réseaux sociaux? Parce qu'au final, malheureusement, on peut le dire, c'est un peu un sujet tabou aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu bois autant? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Et souvent, les gens, ils n'aiment pas en parler en fait. J'avais créé un compte TikTok comme ça. Je savais pas très bien ce que j'allais en faire. Et puis quand je suis rentré en hospitalisation, je me suis dit ce serait peut-être une bonne idée, vu que TikTok c'est quand même une application où il y a beaucoup de jeunes, de faire un témoignage de ça, de leur expliquer, si vous voulez pas un jour vous retrouver là où je suis, je vais vous prévenir des dangers de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Et au fur et à mesure de l'hospitalisation, forcément j'ai commencé à avoir plus d'informations sur les substances et sur comment se passe un traitement en cure et en post-cure. Et puis après, il y a eu comme des questions qui ont commencé à arriver. Je me suis quand même rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui souffrent d'addiction tout court, en fait. Que ce soit cannabis, alcool, cocaïne, kétamine, ecstasy. C'est un truc de fou. Il y a beaucoup de jeunes. T'as beaucoup de gamins de 17 ans qui viennent me poser des questions aussi bien sur le fil de commentaires qu'en MP. Moi, je suis tombé dessus, on va dire vraiment par hasard dans mon fil d'actualité TikTok. Et j'ai trouvé vraiment ça hyper naturel, en fait, la façon dont tu répondais aux questions. De nouveau, moi, c'était tous des sujets dont je connaissais l'existence, mais j'avais vraiment l'impression depuis toujours que c'était vraiment tabou parce que de nouveau les gens n'aiment pas trop en parler, quoi, tu vois. Mais c'est ça aussi qui m'a poussé à faire ça, c'est parce que t'as de la prévention nulle part. Moi j'ai pas vraiment, bon j'ai 43 ans, mais j'ai jamais eu de prévention à l'école, ni dans le milieu de l'entreprise. Ouais, c'est ça, comme je me suis vraiment dit, c'est une application pour les jeunes, autant les prévenir parce que personne n'est au courant de rien, que ce soit pour l'alcool, le cannabis, la cocaïne. C'est très tabou, personne n'ose en parler. Je me suis dit, je vais assumer mon passé, mon parcours et parler de ça de façon très ouverte, très cash, à ma façon et en vulgarisant un petit peu ce qu'on m'explique à la clinique parce qu'il y a parfois des termes que les gens prennent conscience qu'ils sont peut-être dans une souffrance. Et les gens souvent ils ont même pas conscience qu'ils sont très peu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni. Demain j'arrête, je gère, je bois pas la semaine, je bois le week-end, je prends pas de la coke la semaine mais j'en prends le week-end. Ouais mais quoi? Tous les week-ends? Oui, bah alors t'es addict. Quelle est la drogue où tu as eu le plus de mal à t'en passer finalement puisqu'aujourd'hui tu prends plus rien du tout forcément? L'alcool. L'alcool c'est le plus dur. Mais l'alcool il y en a partout. L'alcool est toujours présent autour de toi. C'est en ça que c'est le plus dur à arrêter. Toi, tu buvais quoi comme alcool et comme quantité d'alcool quand tu te mettais la pire, on va dire? Toujours bière pour commencer. Et puis après, en fonction de mon humeur, c'était vodka, Jack Daniels, Jack Coca. Un peu de gin, mais beaucoup de vodka. Beaucoup de vodka. Après le boulot, j'avais ma petite gourde Tupperware. Je mettais une plate de Smirnoff dedans, une canette de Oasis fraise, parce que ça coupe bien le goût. Tu bois de la grenadine en fait, le goût est super agréable. Et je me siphonnais comme ça la bouteille. En semaine, je te parle. Tu buvais en semaine aussi, quoi? Ouais. Je partais du boulot, 2 sticks dans un parc, tu vois, près d'où j'habite. Et je rentrais, et puis après, plus d'alcool comme ça, mais bière. Et là, ça pouvait monter à 10, 12, quoi. Tout est pensé, tu vois, pour avoir une bonne def, machin, mais quand je voulais vraiment encore me mettre bien, enfin, pour dormir, tu vois, vraiment pour tomber par terre, je me terminais avec, s'il y avait de la lèvre, quoi, tu vois. Et du coup, t'étais sous quasi tous les jours, en fait. Ouais. Je commençais à picoler vers 18h, parce que je terminais à peu près à cette heure-là, jusqu'à 3-4 heures du matin. Tous les jours? Ouais, tous les jours. Mais tu buvais jamais au boulot, en fait? Ça m'est arrivé, pendant tout un temps, ça m'arrivait de boire au boulot. Puisque, en fait, mon ex m'avait interdit de boire, enfin, elle voulait pas que je boive. Bon, les vrais alcooliques savent bien mentir et ne s'arrêtent jamais. Donc, je commençais à picoler au boulot. Pour arriver chez moi, comme ça, elle a jamais rien capté, quoi. T'arrivais à mentir quand même? Ouais. Enfin, quand t'es un alcoolique, quand t'es un toxicomane, tu mens très bien. Les sacs que tu peux inventer à quelqu'un, et je te jure, t'y mets tellement de conviction que tu vas me croire. T'y crois même toi-même, en fait, presque. Ah oui, tu es toi-même convaincu de ce que tu racontes. Ouais. Et puis je masquais le truc en bouffant des chics à crever, tu vois, je me faisais un paquet de Steamerol, puis je clopais cigarette sur cigarette, je me gargarisais la bouche au Steamerol, tu vois. Mais à l'époque, j'aurais pu tenir comme ça le discours que j'ai devant toi, en ayant un but, t'aurais rien capté. On est d'accord qu'aujourd'hui, évidemment, tu prends plus rien, tu bois plus rien. C'est fini. Je suis tellement dégoûté. Mais par exemple, les produits alimentaires qui contiennent de l'alcool, je prends un bête exemple, les chocolats mon chéri. Ouais, c'est quand même prendre un risque. Parce que tu vas déjà te sentir attiré. Ça peut réveiller des trucs en toi, tu vois. Ça va très vite. Peut-être que le goût va t'inciter. C'est comme, tu vois, par exemple, on me pose souvent aussi la question, tiens, une petite bière sans alcool ou le CBD. Ah ouais, non. Et je dis, ouais, non, parce que je me connais, que ça va être foutu, parce que le goût de la bière va me rappeler. Tu fais souvent des vidéos où, comme tu l'as dit, tu vulgarises un petit peu les termes. Par exemple, une des vidéos qui m'a marqué, et je crois que c'est une des premières vidéos que j'ai vues de toi, une vidéo où tu expliques en fait que avant, tu prenais vraiment des pilules d'ecstasy comme si c'était des Smarties. Tu les mangeais comme ça. Les extas, c'est dès qu'il y en a, j'en prends.
Ah ouais. C'était comme ça. Quelle que soit l'occasion. Oh, peu importe, même en semaine. Hein. J'ai même pris une fois une extra pour aller jouer au basket. Ouais. Et c'est quoi l'effet de jouer au basket sous extra? Tu joues super bien. C'est pas très intelligent de l'expliquer parce que les gens ils vont dire c'est très euphorisant. T'as le cerveau qui fonctionne plus vite. À un moment donné, t'as plus de confiance en toi, donc t'oses plus de choses. Tous ces produits, ça désinhibe. Tu prends ça pour avoir la cocaïne, tu prends ça pour avoir plus de confiance en toi, pour être plus vif. Il faut toujours se dire une chose, c'est que tout ce qui monte très haut redescend très très bas. Donc tout l'effet euphorisant que tu as eu, après tu tombes dans une espèce de dépression, mais puissance 10 quoi. Tu prends ça parce que tu es mal dans ta peau, tu as un mal-être. Quand tu es en descente, ce mal-être est encore plus accentué quoi. C'était quoi la drogue la plus dure à laquelle tu étais accro alors? La cocaïne. Ouais. Ça c'est un enfer. Et l'alcool c'est aussi considéré comme une drogue dure? Ouais, moi en tout cas je le considère comme une drogue dure, l'alcool, clairement. En fait l'alcool en descente, tu dors. Tu dors mal, mais tu dors. La cocaïne, tu dors pas. Tu dors pas. Si tu tires 1, 2, 3 jours, tu restes réveillé 48 heures, 72 heures. Au moment où tu arrives en descente, et là tu piotes, tu sais dormir 24 heures d'affilée. Quoi. C'est très acide, hein. Ça détruit tes vaisseaux sanguins dans ton nez, ça détruit tes sinus et tout. Il y a certains produits, à force de les consommer, tu deviens une coquille vide. Moi, c'est ça que je voulais pas avoir, tu vois. Parce qu'à un moment donné, tu prends tellement, que c'est tellement déréglé, que t'es en permanence à côté de tes pompes, tu deviens une espèce de légume, une coquille vide. Et ça, il faut avoir conscience que sur le long terme, les dégâts pour le cerveau, ils sont... Ça, mais toi, t'as réussi à t'en sortir à temps, du coup? Je pense, ouais. J'aurais encore continué comme ça, 1 an, 2 ans, va savoir, je me serais peut-être jeté par la fenêtre, tu vois. Et tu prenais de la cocaïne, à quelle fréquence en fait? Tous les week-ends, toutes les 2 semaines, et puis ça commençait en semaine aussi. Et l'alcool, c'était plus fréquent? Quotidien. Ah ouais. Ça, c'est quotidien. Donc c'était alcool tous les jours, plus cocaïne Alcool tous les jours, cannabis tous les jours, cocaïne parfois le mercredi, souvent le samedi. Et donc ça a déjà été un premier déclic, de me dire, oula, ta santé commence à décliner, puis tu sens que tu deviens irritable, tu sens vraiment que ton comportement il change. Et puis un jour, j'étais en descente de coke chez ma mère, je me suis énervé sur ma rupture, et j'ai vu la tête de ma mère et de mon oncle changer. Mon oncle, il me regardait comme si j'étais un extraterrestre, et ma mère, elle était figée. Donc ça, plus le burn-out par après, je me suis dit, mais non, c'est bon, il faut se prendre en main. J'ai 43 ans, si je veux arriver à ma pension, c'est un peu bête comme raisonnement peut-être, hein, mais je me suis dit, si je veux arriver jusqu'à l'âge de ma pension, c'est maintenant que ça se passe, il me reste 25 ans de carrière, j'ai pas envie d'arriver à 50 ans comme un légume. Donc là, premier réflexe, médecin généraliste. Ça, c'est ce que je conseille toujours à tout le monde, allez voir votre généraliste, commencez à leur en parler. Enfin, il y a déjà une écoute aussi, hein. Le médecin généraliste, il t'écoute, hein. C'est eux les premiers, c'est comme les urgences si tu veux. Moi, je suis passé par le généraliste, elle m'a conseillé de suivre une thérapie. J'ai commencé avec la RAT, Réseau des toxicomanes. Ils ont plusieurs antennes à Bruxelles. Comment on sait qu'on est addict à quelque chose, par exemple? À partir du moment où tu organises ta journée en fonction de ça. C'est vraiment le truc le plus simple à expliquer. À partir du moment où tu ne penses qu'à ça, admettons que tu consommes que le week-end, vendredi ou samedi. Si à partir du mercredi, tu te dis vivement vendredi, c'est foutu. Si à partir du moment où tu commences à regarder ta montre, il est 4 heures, j'ai fini dans 2 heures, je vais pouvoir picoler, t'es addict. Parce que tu organises tout ton temps et tu ne penses qu'à ça. Après, tu as les crises de manque, évidemment. Moi, par exemple, j'avais des tremblements avec l'alcool. J'ai une fois perdu le contrôle d'un bras. En fait, à un moment donné, j'ai eu plusieurs déclics, j'ai voulu me calmer. Et un jour, je suis rentré chez moi, j'avais pas spécialement envie de boire, j'avais pas envie de m'alcooliser, j'étais trop, de toute façon, parce que c'était dans les vapes de toute façon. Je suis rentré, j'ai commencé à faire mon ménage, à ranger, et je me suis senti vraiment bizarre. Et à un moment donné, je me suis arrêté, et mon bras, il faisait comme ça. Ah ouais. Ouais, j'ai perdu le contrôle de mon bras, et là... Tu t'es rendu compte là, à ce moment-là, que c'était... Tu sais que tu consommes un truc qui est pas bon pour toi, mais tu le fais quand même. J'en ai parlé à ma psy, parce que j'avais déjà commencé une thérapie, et elle m'a dit non, n'arrêtez pas seul. Hein. Si tu te rends compte que tu es alcoolique, c'est très dangereux pour ta santé d'arrêter tout seul dans ton coin. Tu risques une crise d'épilepsie ou un delirium tremens. Delirium tremens, c'est des hallucinations. Et l'hallucination, elle est commune à tout le monde. C'est tu vois des bêtes qui grouillent au sol, et là, tu pètes un câble. Après ça, c'est la perte de contrôle de ta jambe, et puis tu finis tu trembles, enfin, tu fais une crise d'épilepsie en fait et tu y restes. Pour savoir si tu es addict à quelque chose, quel que soit le type d'addiction, c'est à partir du moment où tu organises tes journées en fonction de ça. Ouais, clairement. Et comment toi t'organisais tes journées alors? Tu te lèves le matin, tu vas bosser, puis est-ce que j'ai encore du stock? Est-ce que j'ai encore assez de bœufs? Est-ce que j'ai encore assez d'alcool? Je sais que j'ai ça qui me reste dans mon Tupperware à bœufs. Je suis safe pour ça. Ah, mais de la bière, j'en ai plus que 3 ou 4, donc ce sera déjà pas assez. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais au Colruyt? Et tu rentres comme ça. C'est un systématisme. Tous les jours, tu installes cette routine-là. Tu rentres et tu es en pilote automatique en fait. Hein. C'est le cervelet en fait. C'est la partie qui se trouve à l'arrière de ta boîte crânienne. Et à un moment donné, cette partie est détériorée. Il y a un dérèglement de sérotonine, de dopamine. Bon, c'est des terrains un peu techniques, mais la sérotonine, c'est un peu l'hormone de l'humeur en fait. Et après, tu as la dopamine. Ça, c'est vraiment ce qui te met en joie en fait. Je le vulgarise comme ça. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à force de boire, de fumer, à un moment donné, cette partie est déréglée. Parce que tous les jours, tu reçois une dose anormale de dopamine. Donc, quand tu n'as pas cette dose de dopamine, inconsciemment, tu te diriges vers le frigo. Ta vie ne tourne plus qu'autour de ça. Hein. Tout ton temps, tu passes à penser à quelle heure je vais consommer, combien je vais consommer. En fait, tu consommes
pour oublier. C'est un point commun à tous les alcooliques et les toxicomanes, ça remonte à l'enfance, à l'adolescence, et puis après, bon, aussi à la vie adulte. Il y a beaucoup de points communs, c'est souvent un manque affectif qui te pousse à ça. L'isolement, la solitude. Et arrivé à un certain âge, tu sais, t'as 14 piges, tu commences un peu à fréquenter des gens, et puis comme moi je me sentais fort seul, j'ai eu du harcèlement scolaire et tout ça, tu sais, j'étais un peu vraiment enfant unique, j'étais vraiment dans une espèce de grosse solitude, donc ce qui te pousse aussi à consommer, c'est de faire un réseau social en fait, tout bêtement. Pour t'intégrer à un groupe en fait. Ouais, voilà, je vais me faire des potes. Et ça passe par quoi? Au début c'est l'alcool. Et tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire en fait, hein, parce que c'est très récréatif. Au début c'est que récréatif. Hein. Ouais, tu sais pas que tu es en train de boire pour oublier, et puis en grandissant, ça devient vraiment un vrai refuge. À partir du moment où tu commences à consommer seul, je le dis comme ça, c'est le début de la fin. Une vidéo où tu dis que tu associes le speed, donc la drogue, le speed, à la fricadelle en fait. Ouais, comme si le speed c'était une fricadelle. Le speed pour moi c'est la fricadelle de la drogue, c'est des amphètes, mais ils te mettent tout et n'importe quoi là-dedans. Ouais. En plus tu sais pas ce que tu trouves dans cette drogue quoi. À partir du moment où on te vend un truc en poudre, on peut te mettre n'importe quoi là-dedans. C'est pour ça que je dis que c'est la fricadelle. Quand tu prends du speed, déjà, t'as ta pupille qui se dilate à mort, t'as tes mâchoires qui serrent, donc déjà, ça te fout tes dents en l'air. T'as juste une montée où c'est vraiment un excitant, c'est un pur excitant, les amphètes. Hein. Donc, après la descente, moi, à chaque fois, j'étais malade. Hein. La descente sous speed, moi, à chaque fois, j'étais malade. Et j'ai une fois appris que dans le speed que j'avais tiré, il y avait de la morora. Ah ouais. On peut te mettre de la morora, du plâtre, donc là, t'as les bouchées, mais c'est fantastique. De la bougie. Ah ouais, de la cire de bougie? Pour alourdir. Du verre aussi. Du verre genre... Du verre pilé. Ah ouais. Donc quand tu ouvres ta coke, déjà ça pue l'essence. Parce qu'à la base c'est coupé, c'est avec du kérosène. Enfin il y a tout un procédé chimique, tu vois. Donc il y a déjà de l'essence dedans, donc j'ai l'odeur à l'espèce. Et puis si tu vois que ça brille un petit peu, tu vois, dans ton assiette, ou tu vois sur ta carte d'identité ou ton téléphone, sûr et certain, il y a de la poussière de verre, quoi. Ah ouais, carrément. Donc après ton pif... En fait, tout ça, c'est pour couper le... Ouais, c'est pour couper, pour alourdir le truc, tu sais, t'achètes, on va dire, je sais pas moi, 100 grammes de speed, tu rajoutes plein de cochonneries pour avoir 200 grammes, pour augmenter ton profit. Les gens se posent quand même la question de, même si tu t'en rendais certainement compte sur le moment, mais l'argent que tu as dépensé et investi là-dedans. Parce que de la coke, c'est quand même 50 balles pour 0,6. Les extas, bon, c'est un peu moins cher, mais ça, voilà, l'alcool, tout ça, mélangé, fait que c'est un gros budget. Et t'as une idée, genre, plus ou moins de combien t'as dépensé dans toute ta vie si tu devais... Un appartement. Un appartement? Ouais, facile. Ouais, de mes 14 jusqu'à mes 43 ans, j'ai consommé facilement un appartement. Ah ouais. Frais de notaire compris. Ah ouais, ça fait cher. Ouais, ça fait cher. Sans compter le tabac aussi, tu vois, puisque quand tu fumes des joints, en général, tu mets du tabac dedans, donc ça, plus ça, je pense, que j'arrive à 200 000, 250 000, facile. Sur 29 ans de consommation aussi. Hein. Avec la cocaïne, ça va très très vite. Hein. Les cocaïnomanes, eux, ils dépensent des fortunes. Hein. Tous les jours 2 grammes, c'est tous les jours 100 balles. Quand tu consommes comme ça, tu perds beaucoup d'argent, mais tu perds aussi ton cercle amical, ton cercle familial. Au fur et à mesure, tu t'isoles. Donc tu vas te retrouver finalement dans un cercle où il n'y a que des toxicomanes ou que des alcooliques. Et ta famille, tu vas leur mentir 1 fois pour avoir de l'argent, 2 fois pour avoir de l'argent, 3 fois pour avoir de l'argent. Et à un moment donné, les gens perdent patience, tu vois. Mais toi, tu consommais seul aussi? Beaucoup. La semaine, c'était seul, le week-end, c'était accompagné. Tu finis seul. Parce que les gens qui sont autour de toi, c'est que des gens qui sniffent, qui fument. Et sortir de ça, c'est très compliqué, tu vois. Casser les rituels de tout ça, c'est très compliqué. Oui, je connais quelqu'un qui prenait beaucoup de cocaïne, il la fumait, plus des médicaments, et il est mort tout seul dans son fauteuil en slip. C'est comme ça que tu finis un jour ou l'autre. Comme la cocaïne t'empêche de dormir, forcément, tu vas fumer plus de bœufs, tu vas boire plus d'alcool, tu vas prendre sans doute des médicaments. Donc tout ça, pour ton cœur, c'est... C'est trop, quoi, ouais. C'est trop. Si tu devais dire par exemple une de tes pires expériences, si on peut dire ça comme ça, sous influence, que ce soit de l'alcool ou des autres drogues, ce serait quoi? Le pire avec l'alcool, c'est le blackout. Tu te rappelles de rien, quoi? Ah ouais. J'ai commencé à boire de façon récréative à 14 ans. Quand je suis parti de chez ma mère à 20 ans, c'était la fête à la saucisse tous les jours, tu vois. Donc c'était vraiment boire tous les jours, fumer tous les jours. Un jour, on était chez moi et à l'époque, Jupiler faisait de la bière plus forte. Jupiler Taureau, ça s'appelait. J'ai l'habitude de boire mes 6. J'avais fini mes 6 et un de mes potes il me dit ouais viens on va au Paki. On s'est pas arrêté au Paki, on était dans un établissement. Encore une Taureau, un verre de picon amer mais comme ça, une flûte de champagne. Je me rappelle que je suis remonté des WC mais je me rappelle pas que je suis tombé dans les escaliers par exemple. Ça on me l'a rappelé. Je me souviens plus de rien. Je me rappelle pas que j'ai vomi dans la voiture. Je me rappelle pas que je voulais pas sortir de la voiture. Je me rappelle pas qu'un de mes potes pour me faire sortir de la voiture, il m'a foutu à poil. Et je me suis réveillé le matin et j'avais une encoche comme ça dans les fesses. Je suis dans ma salle de bain. Rideau de douche arraché, les WC déglingués. Et en fait, je suis tombé dans ma douche. Parce que moi, j'avais le réflexe, quand c'était trop, de prendre une douche pour me réveiller. Mais là, comme j'étais comme ça, je me suis endormi dans ma douche et whoop, pour le même prix, je m'éclate la tête contre le lavabo, tu vois. Et là, c'est time.
Mais bon, ça m'a pas empêché de continuer parce que j'étais encore fort jeune, tu vois. Tu tombais à côté de ton lit, quoi. Ouais. Je me laissais tomber et parfois je ratais le plumard, donc tu sais, c'est bah. Il y a une nuit, je me suis réveillé, j'avais des crampes, je me suis levé, je me suis gouré de jambes en fait. Au lieu de m'appuyer sur la bonne jambe, je me suis appuyé sur la mauvaise jambe. Ah ouais. Donc je suis tombé en avant et je me suis vautré, mais d'une force, t'imagines même pas. Donc je savais plus bouger. En fait, j'étais tellement bien au sol, tu vois, dans mon truc, j'ai mis ma main au sol. Le sol était froid, ça m'a réconforté, je me suis endormi. Je me suis vautré dans ma cuisine aussi, je suis tombé par terre plusieurs fois. J'ai toujours eu du bol que je suis tombé, tu vois, comme ça. Si tu fais une commotion et qu'il n'y a personne pour venir te secouer, t'y restes, quoi. Sans compter les fois où j'ai frôlé le coma éthylique. Au moment où tu vas tomber, bah, si tu te cognes contre le coin d'une table, c'est time. Le risque aussi avec le coma éthylique, par exemple, c'est si tu tombes sur ton dos. Tu peux avaler ta langue, quoi. Ouais, tu peux avaler ta langue. Et tu risques aussi de vomir. Toi, tu disais que tu prenais, dans une vidéo, tu disais que tu prenais ça sur... parce que tu voulais que ce soit propre Ouais, sur ouais. une assiette. L'assiette, quoi. D'ailleurs, bah, maintenant, bah, je vais devoir changer ma vaisselle parce que... Ça te rappelle des... Ouais, c'est ça qu'il y a. C'est qu'une fois que tu as arrêté, il y a beaucoup de choses que tu dois changer. Donc, ton environnement direct, donc tes amis, puis aussi un peu changer ton mobilier. Si tu avais l'habitude de consommer chez toi, il y a des modifications à apporter parce que, comme je te dis, le cerveau, il oublie rien. Ah ouais, donc tu dois même changer la position que tu as quand tu es assis. Moi, bientôt, je vais changer la position de mon fauteuil chez moi. Ah ouais. Parce que ça te rappelle trop de mauvais souvenirs. Ouais, parce que c'était comme ça que je me mettais pour comater, quoi. Tu as expliqué que tu t'es rendu tout seul chez ton médecin généraliste dans un premier temps. Et en fait, combien dure le sevrage? J'ai d'abord commencé une thérapie pour un peu vider l'abcès, tu vois, pour comprendre le pourquoi du comment. Et à un moment donné, bon, je me suis rendu compte qu'arrêter l'alcool et même le cannabis tout seul, c'était impossible. Mais l'alcool, tu vois, il faut un traitement médical puisqu'on te dit que si tu arrêtes tout seul, tu risques d'y laisser plus que des plumes. L'inscription se fait en ligne, et puis tu vas chez un type et tu lui expliques tout ce que tu as, de façon à ce que quand tu arrives à la clinique pour ton sevrage, pour ta cure, il sache quel traitement te donner. Et moi, mon traitement, c'était le Valium, pour pallier le manque. Et le Valium, c'est quoi? Normalement, là-bas, c'est un somnifère, c'est un relaxant, en fait. Moi, j'en avais jamais pris. Donc, j'arrive à la clinique, j'ai pris mon Valium, ils me font faire le tour de la clinique. Et d'un coup, je me suis senti, mais stone comme jamais, quoi. J'étais, oh. Le sevrage dure 3 semaines, et pendant 3 semaines, vous allez recevoir du Valium. Mais après 1 semaine et demie, à peu près, tu rentres dans ce qu'on appelle un schéma régressif. Donc, il te diminue tes Valium. Moi, j'en avais 4 par jour pour être calme. Donc, il commence à t'en enlever un progressivement. Jusqu'à arriver à 0. Jusqu'à arriver à 0. Et là, t'es à 0, toi? Ouais, je suis à 0. Et du coup, il n'y a pas des gens qui sont accros, du coup, à ce qu'on leur donne en clinique? En cure, tu passes toutes les semaines devant le psychiatre. C'est de la volonté aussi. Hein. Et du coup, toi, tu recherchais un peu les effets que toutes ces drogues, elles te faisaient? Ou bien c'était juste par habitude, en fait, que tu tirais Au début, c'est pour avoir l'effet. C'est pour être... tu vois, désinhibé, speedé, tu vois, plus actif, dans un état d'euphorie, je vais le dire comme ça. Et à la fin, c'est un refuge. Tu consommes pour oublier que ta femme t'a quitté, qu'au boulot ça se passe mal, que t'as été harcelé à l'école. Je me demandais aussi, et j'ai souvent vu ça aussi dans les commentaires de tes vidéos, que les gens s'intéressent fortement aux effets que font toutes ces drogues-là, en fait. Mais à la base, c'est toujours récréatif. Hein. Tu prends toujours ça pour t'amuser, mais l'amusement, tu peux l'oublier assez rapidement. Bon, la cocaïne, tu maigris. Tu le vois assez rapidement. MD, Exta... À un moment donné aussi, bah, c'est des trucs c'est des coupes-faim. Hein. Les amphétamines, ça te coupe la faim, donc forcément tu t'alimentes plus, donc forcément tu perds du poids. Ça, tu le constates assez rapidement. Mais ce que tu ne constates pas, c'est les effets neurologiques, tout ce qui touche au psychique en fait. Puisque tu es dans un état d'esprit où tu te dis je gère, tout va bien, ça se passe bien. Mais en fait non, parce que ton comportement il change, ton attitude change. Puisque tu dors pas, forcément tu es irritable, tu fais des crises de parano, des crises d'angoisse. Déjà si tu es angoissé de base, tout ça c'est toujours multiplié, quoi. Tu recherches un effet apaisant, tu l'obtiens, mais derrière les effets négatifs, néfastes, tout est multiplié. Donc c'est ce qu'on disait avec la cocaïne, du fait que tu ne dors pas, et que tu as psychoté pendant 24 heures. La coke, la bœuf aussi, ça rend parano à mort. Tu psychotes sur tout et sur rien. Ça s'est mal passé l'autre fois avec ma copine, ou avec mon patron, ou avec un pote, ou ci, ou ça. Et c'est un cercle vicieux, en fait. Tu tournes en rond pendant toute ta descente, en fait. Comment tu as eu le déclic de te dire que, en sachant tout ça, tu as envie quand même de te soigner? Parce que souvent, les gens qui sont addicts, qui sont alcooliques, qui sont toxicomanes, on a beau leur dire que c'est pas bon pour leur santé, ils vont pas d'eux-mêmes aller se soigner, en tout cas dans la plupart des cas. Mais comment toi, t'as fait pour vraiment te rendre tout seul, en fait, à la clinique? Tu te rends pas compte que tu es dans la dépression. Tu te réfugies, en fait, dans l'alcool et dans les stupéfiants. Pour moi, je gérais, hein, tout allait bien. C'est ça le déni, en fait. C'est ça le déni, ouais. Je gère. Et au fur et à mesure, j'ai quand même senti que plus rien n'allait. Aussi bien dans ma vie personnelle que dans mon boulot, ça n'allait plus. Un jour, je suis rentré et j'ai fait un burn-out. Je suis rentré, j'ai ouvert la porte, je suis tombé par terre. Un burn-out, c'est affreux, je souhaite ça à personne. Hein. Donc je suis tombé au sol, j'avais plus le contrôle de mon corps. J'étais en PLS, quoi. J'ai trouvé la force de me relever, de rouler un joint et de me péter une bière. Et là, je me suis dit, ça, maintenant, c'est stop. Demain, j'appelle le médecin. Mais avant ça, j'ai eu d'autres déclics, tu vois. Quand tu prends de la cocaïne, tu perds beaucoup de poids. Il faut savoir que je mesure 1m90, que je pesais 95 kg, et je me mets sur la balance 69 kg.
Là, tu te dis, il y a un problème. Tu te regardes dans le miroir, la cocaïne, en force d'en prendre, tu deviens gris. Ouais. Ça se voit physiquement. Ouais, ça se voit. T'es marqué. Moi, je suis déjà cerné de nature. Donc là, c'était jusque-là, le teint blême, grosse perte de poids. Ça commençait déjà quand même à mettre la puce à l'oreille. Qu'est-ce qu'on peut répondre alors aux gens qui disent que comment s'amuser en soirée finalement si tu peux pas boire, si tu peux pas te droguer? Si tu pars du principe que tu as commencé à sortir en boîte pour t'amuser et que tu n'arrivais pas à t'amuser et donc que tu as consommé, tu as déjà associé le fait de sortir à consommer. Donc tu dois déjà casser cette habitude-là. Et ça se casse pas comme ça. Hein. Tu dois d'abord faire un sevrage, arrêter, consolider ton abstinence avant de te relancer dans des activités que tu avais liées à ta consommation. Moi par exemple, je mixe. Et j'ai toujours associé le fait de mixer à être sous stone ou sous cocaïne. Et du coup, t'allais pas à une soirée s'il n'y avait pas moyen de consommer? Ah ouais, non, clairement. Ouais. Moi, je sortais pas trop, c'était plus concert ou faire des soirées chez moi. Et j'ai toujours associé ces deux activités à ça. Au début du sevrage, faut surtout pas retourner dans les endroits où tu avais tes habitudes. Ouais. Ça, c'est un des premiers trucs qu'on t'explique en thérapie individuelle, en thérapie de groupe. Premier truc, c'est un nettoyage dans tes fréquentations. T'as parfois consommé avec des gens pendant 10, 15, 20 ans, tu vois. Si t'es quelqu'un de bien, tu vas respecter ça et tu vas jamais te ramener chez moi avec une bouteille ou de la bœuf ou un pack de coke et tu vas jamais m'en proposer. Mais t'as beaucoup de gens, tu vois, ils vont pas comprendre ça. Ils vont pas respecter. On en revient au déni en fait. Ouais, eux ils se disent mais enfin, pourquoi t'arrêtes? Tu vas plus savoir t'amuser. Ben si, moi de toute façon, de base je veux me soigner. Donc moi je veux me sevrer, je veux arrêter ça parce que c'est en train de détruire ma santé. Que tu l'entendes ou pas, à la limite c'est pas mon problème. Si tu l'entends pas, au revoir. Ouais, c'est ça. Donc tu as déjà un nettoyage à faire dans tes fréquentations. Ne retournez plus dans les quartiers où vous avez vos habitudes de consommation. Mais tu avais l'habitude d'aller voir tes potes là pour boire. En fait, c'est l'excuse d'aller voir ses potes, tu vois. L'intérêt premier, c'était presque juste de boire avant de voir tes potes. Ouais, c'est ça. Et même une fois que tu t'es sevré et que tu as consolidé ton abstinence, n'y retourne pas parce que tu vas être tenté. Tu sais, le cerveau, il n'oublie rien. Hein. Cette partie-là, à l'arrière, je dis tout le temps, elle n'oublie pas. Hein. Faut savoir qu'une fois que tu as été diagnostiqué addict, c'est à vie. À vie, ton cerveau, il va se souvenir de ça. Mais c'est comme tu dis, après, faut éviter certaines activités, certains passe-temps que tu avais liés à ça. Les plaisirs simples, c'est parfois aller, bêtement rester chez toi, regarder Netflix avec ta copine. Ça, tu te sens un peu, tu vois, stressé, va faire un tour dans un parc. Prends ton vélo, va faire un tour au bois. Les gens, ils trouvent que c'est un peu bidon, mais ça passe par ça. Inscris-toi dans un club de sport. C'est souvent ça qu'on nous conseille aussi. Il faut combler, en fait, le temps. Parce que tu passes beaucoup de temps à penser à ta consommation et à consommer. Donc toi, tu es dans une clinique maintenant. Tu restes combien de temps dans cette clinique? Donc c'est 2 mois de cure, 4 premiers mois de post-cure, puis c'est un time-out. Et puis tu peux revenir, si tu le désires, encore 2 mois. Donc toi, tu es sur la fin là Ouais, tout doucement, mi-décembre, je suis en time-out. C'est ça qui est important en fait. Faut pas croire que tu fais 2 mois et puis c'est bon. Une fois que tu as décidé de rentrer en cure, de faire cette post-cure, mais je pense que c'est important quand tu fais comme ça un parcours, que tu as décidé de suivre ce chemin-là, d'aller jusqu'au bout du truc. Où est-ce que les gens peuvent se rendre en fait s'ils pensent qu'ils ont des problèmes d'addiction? Sur Bruxelles, c'est la RAT, Réseau d'aide aux toxicomanes, et il y a le Pélican. Et ça, ce sont des centres spécialisés en addiction. Et ça peut être addiction à la drogue, à l'alcool, mais aussi au jeu, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup non plus. Donc ces centres-là sont aussi spécialisés pour les gens qui sont addicts au jeu d'argent, quoi. C'est ça. Tu as aussi les alcooliques anonymes, tu as aussi les narcotiques anonymes. Tu payes en fonction de tes moyens. Il y a beaucoup d'associations qui fonctionnent comme ça. Moi, au début, comme j'étais pas encore sur la mutuelle, je travaillais, je donnais 20 € la séance. La dernière fois que j'étais, c'était 5. Avec 5 €, je lui donnais 5 €. Normalement, les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, c'est gratuit. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut aller voir son généraliste. Parce que le généraliste, lui, il va pouvoir te conseiller. Les gens, souvent aussi, ils oublient le CPS. CPS, il n'est pas là que pour subvenir entre guillemets à tes besoins. C'est un service social. Ouais, c'est ça. Il y a souvent des affiches d'ailleurs au CPS, info drogue, info machin, info ci, info ça. En tout cas, merci pour ton témoignage. Je t'en prie, Vidal. C'était très intéressant. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé, bien sûr, dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à le suivre sur TikTok. Toutes les réponses qu'il vient de donner là, en fait, il les répond sur TikTok. En tout cas, un grand merci. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. J'espère bien. Ciao, ciao. Oula, le check, on le refait. Ouais, parce que moi, je suis parti comme ça. 1, 2, 3.